Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les investisseurs en cette fin d'année 2024. Les obligations, un placement qui pourrait être bien l'opportunité à ne pas manquer. Alors que les marchés financiers sont souvent marqués par l'incertitude, les obligations offrent une stabilité que de nombreux investisseurs recherchent. Avec des rendements redevenus attractifs et des risques souvent plus contrôlés que d'autres classes d'actifs, les obligations se positionnent comme un choix stratégique pour diversifier votre portefeuille et sécuriser vos investissements en cette fin d'année 2024. Et nous aurons l'honneur d'accueillir Paco Débonnaire, podcasteur pour l'investisseur 4.0 et ancien analyste financier qui avait la particularité d'analyser des obligations dans son ancien métier qu'il a réalisé pendant 15 ans. Et il prendra le temps de répondre à nos questions. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou débutant, cet épisode vous donnera les clés pour comprendre pourquoi les obligations pourraient bien être le placement à ne pas manquer en cette période. Et bien sûr, avant de commencer cet épisode, je le rappelle, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En effet, cette simple note va continuer à nous aider à grandir et à vous offrir du contenu toujours de très bonne qualité. Et enfin, si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner. Eh bien bonjour Paco, tu vas bien ? Salut Jérémy, très bien et toi ? Très bien. Impatient de commencer ce podcast avec toi parce que nos auditeurs vont vouloir savoir ce que c'est qu'une obligation et pourquoi c'est effectivement le placement à ne pas louper en cette fin d'année 2024, ou même j'aurais dire tout au long de l'année 2024. Paco, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ? Alors moi je suis investisseur immobilier, marchand de biens et podcasteur également. J'ai un podcast sur les finances perso également, d'investissement, et j'ai été pendant 12 ans analyste financier chez Moody's en tant que analyste pour la partie des ratings, en fait, des notations, ce dont on va parler tout de suite. Et après, donc, j'ai quitté mon job en 2022 pour me consacrer vraiment à l'activité marchand de biens. Voilà, un petit peu mon activité, mon profil. Ok, et de ton côté, tu as Investisseur 4.0, ton podcast. Ouais. Vous parlez beaucoup d'immobilier là-dessus. Est-ce que cet attrait pour les obligations, t'en as eu marre au bout de 12 ans, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est le parcours que je m'étais toujours fixé depuis le début de mes études. Ça a été vraiment de monter dans des sociétés internationales. J'aime beaucoup tout ce qui est à l'international, voilà, l'ouverture d'esprit, et c'est ce que j'ai pu avoir chez Moody's notamment, qui est une des grosses agences de notation. Donc j'ai été dans 3 bureaux différents. J'étais à Londres, à Paris et à Sao Paulo au Brésil également, et j'ai vu vraiment plein de secteurs aussi différents. Donc c'était vraiment une expérience super de ce point de vue-là, et très riche. Mais il y a un moment donné en fait où il manque cet aspect autonomie, créer soi-même en fait et puis lancer des projets et voir l'aboutissement de ces projets aussi, lancer des stratégies différentes. Quoi qu'on en fasse, même dans des structures aussi permissives et flexibles que les Moody's, pour vraiment qui font attention à ce que leurs employés soient dans un bien-être évidemment. Dans tous les cas, on reste quand même dans une structure qui est assez rigide, où on ne peut pas vraiment voir justement le fruit de ces projets. J'avais envie de voir un peu ailleurs. J'investissais à côté en immobilier, et puis arrivé la pandémie, arrivé aussi mon premier enfant, mes 40 ans. Donc c'est un peu l'idée des investisseurs 4.0, c'est de dire qu'il y a une sorte de tournant qui s'est opéré chez moi à mes 40 ans, et qui m'ont donné envie de me dire, allez, je vais me lancer dans un projet entrepreneurial, essayer d'aller chercher de la valeur, et puis je me suis pas retourné depuis. Voilà où j'en suis, quoi. Ok, assez clair. D'où le fait qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, mais que tu t'y connais quand même pas mal en obligations et qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui. Du coup, pour faire assez simple, déjà, si tu peux nous expliquer rapidement, qu'est-ce qu'une obligation de manière très simple ? Alors une obligation, c'est un instrument de dette. C'est une dette en fait d'une entité envers une autre, et qui s'échange en fait sur un marché financier. Donc on a typiquement des entreprises, des États, des collectivités, des structures qui vont sur le marché financier pour emprunter de l'argent auprès d'investisseurs qui, eux, portent un titre de créance, qui sont, eux, les prêteurs, et l'entreprise ou la structure est, elle, l'emprunteuse. Donc, en fait, l'obligation, l'instrument qu'on détient quand on investit en tant qu'investisseur, c'est vraiment une dette qu'on fait auprès de la structure. Donc, c'est une obligation de rembourser le montant qu'on a prêté à un taux donné et à une maturité donnée. Ok, donc une obligation, c'est une entreprise qui va émettre une obligation pour emprunter, si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Ok. Et les obligations, aujourd'hui, quand on parle d'obligations, on parle aussi de choses qui sont très rentables actuellement. Mais avant de parler de la rentabilité des obligations,
Parlons plutôt des risques. Quels sont les risques liés à une obligation ? Je suppose sûrement qu'il y a le risque que l'entreprise fasse faillite, parce que si l'entreprise fait faillite, il n'y a plus d'obligation, du coup il n'y a plus de rendement. Donc si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Oui, bien sûr. Les principaux risques dans les obligations, c'est effectivement, il y en a deux principaux. Donc, c'est le risque de défaut de paiement. Donc, effectivement, quand on n'est plus payé, enfin, quand l'entreprise fait défaut, elle ne peut plus payer, honorer sa dette. Donc, nous, on ne peut plus être remboursé. Je mets quand même un caveat ici, qui est que le fait que dans les obligations, contrairement aux actions, on est en tant que déteneur de l'obligation quand même, on a un accès à un certain collatéral, qui fait que même si la société fait liquidation, elle peut vendre ses actifs et les utiliser le remboursement pour nous rembourser nous. Donc on est quand même dans une situation en tant qu'investisseur plus confortable que si on était actionnaire de la société. Voilà, on pourra en reparler, mais il y a un aspect contractuel beaucoup plus important dans les obligations que par rapport aux actions. Deuxième risque, c'est le risque de taux principalement. Et là, c'est le fait que quand les taux augmentent fortement, comme ça a été le cas récemment en fait, les obligations qui étaient à des taux plus bas, qui avaient été contractées à des taux plus bas, sont moins attractives par les investisseurs et du coup perdent en valeur. Et si on veut les céder, on peut potentiellement avoir des pertes en capital du fait qu'on a acheté une obligation à 100 et on la revend sur le marché secondaire à 90, on perd 10. Là j'isole toute la partie rendement, mais c'est l'autre risque qu'on peut voir aussi, c'est la valorisation de l'obligation varie en fonction des taux et s'il y a des fortes fluctuations, on peut perdre en valeur aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que j'aime bien, pour simplifier encore tes dires, j'aime bien dire qu'effectivement, quand une obligation rapportait 5% à l'époque, si les taux augmentent et rapportent 7%, on passe de 5 à 7, ou avec la situation actuelle, on passe de 0 à 4, effectivement, les investisseurs préfèrent être remboursés avec 4% d'intérêt plutôt qu'à 0, et donc vont s'éloigner des obligations qui valent et qui rapportent 0%, et ce qui va faire que le prix va baisser. C'est bien ça ? Exactement. Ok. Sur la partie obligation et la partie risque de taux et risque de défaut, on l'a bien compris, même si on va revenir sur la notion de collatéral entre une obligation et une action. Au niveau des obligations, de ton côté, aujourd'hui, au niveau de la situation économique, qu'est-ce qui a fait du coup que c'est redevenu attrayant ? Les taux augmentant, en fait, on a des rendements qui sont plus élevés aujourd'hui quand on achète une obligation. Pendant des années, en fait, on avait des taux directeurs qui étaient au plancher et qui rendaient ces obligations très peu attractives. Là, je parle vraiment des taux sans risque où on avait des rendements très bas et qui faisaient que l'investisseur, il va toujours faire des arbitrages en fait dans les instruments financiers qu'il achète. Et pourquoi aller sur des obligations même à faible risque avec des rendements à 0, 1%, alors qu'on pouvait avoir des rendements sur des belles sociétés en actions notamment, qui pour nous donner du rendement à, je ne sais pas, 4-5%, pour un risque aussi assez bas. Donc ça a tué complètement le marché de l'obligation à ce moment-là. Et ce qui s'est passé depuis à peu près un an, c'est que justement il y a eu une sorte de revirement où en fait l'obligation en tant que telle est devenue plus attrayante d'avoir en portefeuille, puisqu'elle sert en fait un intérêt à l'investisseur qui est plus important aujourd'hui et qui commence à rivaliser avec les rendements qu'on peut avoir sur les marchés actions. Si en plus on a dans notre approche l'idée aussi qu'on est à un haut en termes de cycle économique sur les actions, où il pourrait y avoir une baisse, sans être catastrophique. En fait, l'économie, c'est des cycles, même à très long terme, qui fait que si les marchés actions d'un coup dégringolent, on est mieux protégé et en plus on a un rendement plutôt bien. Donc le couple rendement, risque, obligation aujourd'hui est beaucoup plus attractif, quoi. Ok, justement, en parlant du risque, on y revient, mais comment évaluer une société ? Comment évaluer le risque d'une société ? C'était ton métier. Comment on évalue une société ? Savoir si c'est une obligation qui va être investment grade, c'est-à-dire avec un peu moins de risque et mieux notée, ou plutôt high yield, où là on est sur des plus hauts rendements, mais qui dit plus haut rendement dit plus de risque. Comment on arrive à évaluer une société ? Comment tu faisais dans ton métier ? Alors ouais, effectivement, ce gap, ces catégories différentes, ça c'est quelque chose que les investisseurs regardent beaucoup entre est-ce que la société est à donc investment grade, tout ça c'est lié en fait à la qualité de crédit qui est drivée et pilotée par les ratings justement. Donc on est investment grade, on est sur des sociétés qui ont un profil de risque sûr et on peut être et le contraire c'est high yield ou en fait haut rendement en anglais. On est sur des sociétés où il y a plus de risques, mais aussi il y a plus de rendement. En fait, typiquement, vraiment, c'est clair, c'est que plus il y a de risques, plus il faut un rendement pour l'investisseur pour rémunérer ce risque qui soit élevé. Alors, ça ne veut pas dire que les high yield vont faire défaut,
mais ça veut dire qu'il faut offrir à l'investisseur des rendements qui sont importants pour pouvoir rémunérer justement ce risque qui est plus important. Et pour répondre à ta question, il y a énormément de critères à regarder quand on analyse une société. De toute façon, on peut démarrer par tout ce qui est secteur, le positionnement, l'environnement concurrentiel, donc tout ce qui est facteur en fait qualitatif, vraiment comment la société se porte sur son secteur. Est-ce qu'elle est déjà sur un secteur porteur ou non? Est-ce que dans son secteur, elle est bien positionnée? Ensuite, toute l'activité historique et financière qu'il faut regarder aussi, c'est comment est-ce qu'elle performe, quelle est la stratégie, quels sont le management, la vision des dirigeants. Et tout ça, en fait, va nous permettre d'entrer sur la partie quantitative où on va regarder vraiment. Le principal indicateur, c'est le leverage, donc le levier financier, le niveau de dette par rapport à la capacité à rembourser. Donc ça peut être dette sur EBITDA ou dette sur free cash flow, selon le secteur où on se situe. C'est un indicateur très important regardé par les agences de notation. Et c'est vraiment le levier, le niveau d'endettement de la société qui va être un facteur important. Et le reste, c'est évidemment toutes les fluctuations des résultats, la prévisibilité et les comparaisons entre les valeurs aussi. Parce qu'on ne regarde pas, quand on analyse une société, juste isolément en fait, cette société. On va toujours regarder en tant qu'investisseur comment elle se positionne, ces sociétés, par rapport à une société paire qui aurait éventuellement un niveau de risque équivalent. Et là encore, quel est le niveau de rendement que moi, en tant qu'investisseur, je vais pouvoir récupérer pour une société qui aurait un profil de risque équivalent ailleurs. On va toujours faire des comparaisons comme ça, et c'est ça qui drive aussi, on pourra en parler aussi si tu souhaites, par rapport le taux d'intérêt qui est offert dans une obligation. Quand une société émet une obligation, elle va placer un taux d'intérêt. Comment il est drivé ce taux d'intérêt? C'est justement par rapport à ce profil risque-rendement, toujours. Ok, donc toi tu analysais ces sociétés-là. Est-ce que les sociétés en elles-mêmes ont des analystes également derrière qui font ce travail pour pouvoir évaluer le taux d'intérêt? Les sociétés qui émettent de la dette, ouais. Elles ont des conseillers financiers. Okay. Typiquement, moi, c'est comme ça que c'était mes alter ego quand je travaillais chez Moody's, puisqu'ils ont, surtout les grosses structures, en fait, ils ont des conseillers financiers, notamment ce qu'on appelle les rating advisors, qui ont pour rôle d'essayer de deviner quel va être le rating de la société, parce que c'est important pour le niveau justement d'un taux d'intérêt qu'ils vont donner ensuite aux investisseurs. Donc en fait, ils vont faire des évaluations en fonction du niveau de rating. S'il est bon, ce rating, la qualité de crédit est bonne, et ils vont pouvoir se permettre de servir un taux d'intérêt plus bas, donc des coûts financiers pour la structure moindres aussi, ce qui est dans leur intérêt. Et c'est ce jeu-là à laquelle ils jouent, et ils essaient toujours, quand il y a une émission d'obligation, de comprendre dans quelles conditions de marché on va émettre, quel est le taux d'intérêt qu'on va devoir servir à l'investisseur en considérant l'environnement global, l'histoire, le storytelling de la société. On parle par exemple aujourd'hui beaucoup d'NVIDIA. Tu vois, t'imagines que si NVIDIA aujourd'hui émet, c'est un très bon moment, alors que intrinsèquement, elle a peut-être la même qualité de crédit qu'elle avait il y a 2 ans, mais elle est dans un moment d'euphorie. Aujourd'hui, elle pourrait très bien, les conditions de marché sont très favorables, c'est un bon moment pour y aller. Donc il y a ces aspects-là aussi qui font que, qui sont à regarder au moment où on émet l'obligation. Ensuite, l'instrument, il existe jusqu'à la maturité, avec un coupon qui est fixe jusqu'à la maturité. Voilà. Ok, donc c'est assez intéressant. De toute façon, les obligations, c'est un produit qui paraît complexe et qui est pourtant super simple. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de le simplifier au maximum. Toi, si tu devais dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent, comment se positionner sur une obligation? Quels sont les éléments à prendre en compte quand on choisit une obligation, soit d'une société ou soit d'autres, de fonds obligataires ou autres? Quels sont les éléments que tu regarderais, toi, si tu étais investisseur? La particularité sur les obligations quand même, c'est que contrairement aux actions, beaucoup passent par des fonds pour y avoir accès. Donc ça, c'est une chose importante à garder en tête quand même, c'est qu'on ne peut pas investir en tant que personne physique sur n'importe quelle obligation d'entreprise. Sur le marché US notamment, on le peut, mais en France et en Europe, ce n'est pas le cas. Donc à partir de cette information-là, il faut quand même regarder la qualité des fonds, quelle est leur stratégie d'investissement, et au travers de leur démarche, leur approche, regarder si ça nous plaît par rapport aux risques qu'on est prêt à prendre ou pas. L'important quand même, c'est de diversifier un maximum, donc d'avoir 50-100 valeurs sur le fonds pour pouvoir diversifier tant en termes de secteur qu'en termes de qualité de crédit, en termes de qualité de gestion aussi,
pour moi, en tant qu'analyste, quand j'analysais ces valeurs-là, pour moi, le plus important, c'est le leverage, donc le niveau d'endettement, 2, le secteur aussi s'il est porteur, et 3, la qualité du management et s'ils ont déjà une expérience éprouvée pour délivrer en termes de performance. Maintenant, quand on parle d'obligations en tant qu'investisseur, il n'y a pas que les sociétés, il y a aussi donc les États, et là, on est plus sur du passif. On repasse une vision macro en disant que tu parlais au tout début, est-ce que c'est le bon moment de se positionner? C'est plus par rapport à ça, à ces événements de taux, enfin cet élément de taux, que c'est intéressant de se positionner aujourd'hui. Mais je dirais que la diversification, la qualité du fonds et la vision de ce sur quoi ils vont se positionner, ce seraient les 3 aspects que je regarderais. Ok, et toi Paco, quand tu dis effectivement, et je te rejoins là-dessus, que c'est intéressant d'investir sur les obligations actuellement, c'est qu'on projette dans les mois à venir une baisse des taux, ça tout le monde le sait. La Fed vient de l'acter, hein, en l'expliquant tout simplement par Jérôme Powell. Hein. Mais quand on anticipe une baisse des taux, on sait aussi que c'est déjà pricé la plupart du temps par les marchés. On sait que cette baisse des taux va arriver. Bon, toi, tu penses effectivement que la baisse des taux longs va aussi arriver, les taux courts, les taux moyens, les taux longs, parce que là, on parle que des taux courts au niveau de la Fed et de la BCE. Ouais. C'est vrai que les taux courts ont souvent un impact plus moyen terme sur les taux longs. Donc c'est ça aussi qu'il faut anticiper quand on va sur les obligations, c'est quand on est plutôt sur une courbe qui descend au niveau des taux, parce qu'on l'a compris, si on a une hausse des taux, on prend un peu de baisse sur sa valorisation de l'obligation, et si je ne me trompe pas, et tu me corriges si c'est faux, on est bien d'accord que même si les taux baissent, ton obligation, si tu l'as achetée à 2% et que tu la gardes jusqu'à terme, elle te rapportera 2%. Ouais. On est d'accord. Mais par contre, si les taux baissent et que tu veux la revendre, là, tu vas avoir pris de la valorisation, alors que si les taux montent, par rapport au moment où tu l'avais acheté, tu vas avoir perdu un peu de valorisation. C'est bien ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on anticipe tous une baisse des taux. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se positionner sur les obligations, selon toi. Ouais, c'est un aspect. Enfin, clairement, si on anticipe, et tu as raison qu'il y a pas mal de faisceaux d'indices qui anticipent que les taux vont baisser, on a aujourd'hui, si on détient des obligations émises aujourd'hui, plus de chances qu'elles se revalorisent avec la baisse des taux futurs qu'elles se valorisent. C'est toujours une histoire de quelle est la probabilité que l'un ou l'autre des événements arrive. Et effectivement, là, on est plus dans le camp de les obligations aujourd'hui auraient plus d'intérêt à... Enfin, il y a plus de chances qu'elles se revalorisent. Donc, ouais, si on est sur cette approche-là. Après, est-ce que les taux vont baisser au niveau où ils étaient avant? Voilà, ça, c'est chacun fait son analyse, mais on va dire directionnellement, tu as complètement raison. Ouais. On est d'accord là-dessus, sur la direction. Je pense qu'effectivement, pas mal d'analystes nous rejoignent en disant que les taux vont baisser. Et quand les taux vont baisser, effectivement, avoir un actif comme une obligation dans son portefeuille peut être intéressant. Il avait été délaissé pendant plusieurs années parce que Paco l'a expliqué au début de ce podcast, on était sur des taux bas. Donc l'intérêt d'aller sur des taux bas, déjà, on avait des coupons qui étaient entre 0 et 1%, aucun intérêt, même le livret A rapportait plus. Enfin, 0,5 à l'époque, c'était pas non plus énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait peu d'intérêt pour les obligations. Aujourd'hui, les taux sont plus élevés. On peut avoir du 3, du 4, du 5, même du 6, du 7% pour du high yield, en fonction des choix. Peut-être que, comme tu l'as dit, il faut savoir bien diversifier entre toutes les obligations possibles. Un petit point sur les fonds datés. Déjà, juste comment ça fonctionne, un fonds daté à échéance. Nous, on en propose à nos clients, mais j'aimerais bien que tu l'expliques bien aux auditeurs. Alors, on disait que les obligations sont accessibles via des fonds. Donc, c'est des fonds qui détiennent, eux, les obligations en propre ou les parts d'obligations, et sur lesquels on se positionne en tant qu'investisseur. Ils disaient qu'en moyenne, ils avaient à peu près 50, 100... Enfin, il fallait viser de la diversification, donc des fonds qui détenaient 50 à 100 obligations. Les fonds datés, en fait, sont des fonds qui sont construits de manière à ce que la maturité des obligations détenues par ces fonds soit proche de la maturité ou presque le même niveau de maturité que le fonds lui-même. C'est-à-dire que, en gros, le fonds va détenir une obligation qui, lorsqu'elle aura atteint sa maturité, le fonds ce fonds-là va se terminer également. L'intérêt pour l'investisseur, c'est qu'en fait, il a une visibilité sur le fait qu'il va détenir son obligation jusqu'à la maturité. Donc, il aura cette notion dont tu parlais juste avant on n'est plus sur de la vente sur le marché secondaire, il aura plus de visibilité, il sait qu'il achète un fonds, une part de fonds à un moment donné, il va avoir les intérêts qui sont fixes, tels qu'ils sont indiqués, pas de surprise, et il va avoir le remboursement de son capital, sauf risque de défaut évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut se diversifier, au moment où le fonds arrive à expiration. Donc en fait, le fonds daté, ce qu'il permet de faire, c'est de réduire cette incertitude liée à la possible valorisation ou dévalorisation de l'instrument en fonction des taux en fait. Oui, exactement. Et puis le fonds daté, ce qui permet, comme tu l'as dit, c'est de diversifier
ces sociétés. On achète entre 50 et 150 sociétés en moyenne par les fonds datés. On a une maturité, on a vraiment une visibilité. Ouais. C'est hyper intéressant. Puis les rendements actuels, comme je l'ai dit, sont entre 5 et 8%. Donc on a quand même des rendements attrayants qui ne comprennent même pas la baisse des taux potentiels sur les premières années. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Et c'est là où l'opportunité de cette fin d'année reste aussi sur les obligations. Les obligations dans un portefeuille ont tout leur intérêt aujourd'hui par rapport à avant. Par rapport au risque qu'on prend. Si tu peux revenir par rapport au risque d'une obligation, tu as évoqué très rapidement le collatéral. Est-ce que tu peux revenir sur la différence entre une action et une obligation pour un investisseur en cas de défaut de la société ou même en cas de complication, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors l'action, déjà, on parle de l'action. Quand on détient une action d'une entreprise, en fait, on est lié pieds et mains liés en fait, au destin de la société. Alors si on en détient une certaine portion et qu'on peut agir dans le contrôle de la gouvernance de la société, mais pour le petit porteur, de manière générale, on est actionnaire, on suit ce que va donner l'entreprise. Si elle fait défaut, on récupère zéro. Voilà, c'est assez clair. Dans les obligations, on a un aspect justement de sécurité. En fait, l'investisseur dans les obligations, il a une autre approche. Il ne cherche pas forcément l'appréciation de la valeur, comme l'actionnaire pourrait la valeur de l'action. Lui, il cherche plutôt la sécurité d'avoir un rendement élevé et de certaines sécurités au fil des années. Comment il l'obtient? C'est parce que c'est un instrument très contractuel, l'obligation, qui fait que quand on souscrit une obligation, par exemple, qui est je cherche les mots en français, mais garantie, voilà, garantie par soit des actifs, soit des flux financiers, soit des fonds escrocs, etc. On sait que la société fait défaut, on n'a pas zéro. Il y a ensuite un processus qui fait qu'on peut récupérer une partie de ce que la société a en tant qu'actif. Dans quelle proportion et par quel ordre de priorité, c'est là où c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on se situe en tant que déteneur d'obligations dans la structure capitalistique, dans la structure pas capitalistique, mais de structure de dette de l'entreprise. Si je détiens aujourd'hui une obligation garantie de premier rang, je vais être beaucoup plus... je vais forcément plus avoir de remboursement, je risque de rien avoir en termes de pertes si jamais la société fait défaut, alors que si je suis investisseur dans une obligation en subordonné, une dette junior ou même mezzanine, en fait là on prend plus de risques. Alors peut-être qu'elle a plus de rendement, cette portion d'obligation, mais elle a plus de risques parce qu'elle a moins de collatéral, où je suis en deuxième ou troisième rang de priorité. En fait, c'est un système vraiment de waterfall en fait. Dans ce que la société va avoir à donner si jamais elle fait défaut auprès de leurs créanciers. Ce qui est bien, c'est que tu expliques bien, plus on prend de risques, plus on a de rendement, dans tous les cas. Donc ça y joue encore aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut bien regarder tous les actifs obligataires actuellement, parce qu'on a vraiment des opportunités à ne pas louper. Il faut juste savoir, comme tu l'as dit, et je vais le résumer, bien diversifier ces actifs entre high yield, investment grade, entre les différents secteurs aussi qu'il existe. On peut investir sur des obligations qui sont liées à un secteur comme le luxe ou l'énergie ou autres obligations. Mais il faut bien réfléchir au secteur et puis aux zones géographiques. On peut aussi diversifier de manière géographique. Donc c'est important de le rappeler. Et puis comme tu l'as dit aussi, je préfère le rappeler, effectivement, quand on veut acheter une obligation en direct, il est beaucoup plus compliqué de le faire car les montants sont plutôt importants. Des fois, c'est 100 000 euros seulement pour une obligation. Il faut déjà avoir un certain portefeuille pour se permettre de mettre 100 000 euros, car on rappelle, si on veut une minimum de diversification, il faudrait 20 obligations. 20 obligations, ça veut dire qu'il faut donc un patrimoine de 2 millions d'euros pour investir. Donc c'est quand même pas tout le monde qui peut se le permettre. C'est pour ça que les fonds obligataires datés retrouvent de la valeur et qu'il y a beaucoup de collectes actuellement, que ce soit sur les fonds obligataires ou les fonds monétaires qui sont liés aussi au taux court. On va peut-être voir les fonds monétaires un petit peu baisser dans les mois à venir avec la baisse des taux à venir. Mais c'est vrai que les fonds obligataires retrouvent toute leur splendeur actuellement. Oui, complètement. Et après, il y a quand même, et c'est là qui est intéressant, il y a des stratégies qui peuvent être employées dans l'investissement, dans les obligations aussi, parce qu'on parle de ratio risque-rendement. De sociétés qui sont sub-investment grade, qui sont justement high yield. Il y a des sociétés aussi qui se situent justement entre les deux. On a une catégorie que les investisseurs aiment bien, notamment, qui s'appelle les fallen angels, donc les anges déchus. C'est les gens qui sont justement, c'est les sociétés qui sont tombées, qui étaient juste à la limite de investment grade et qui sont tombées en fait en high yield et qui pour le coup ont la même ou peu ou prou quand même la même qualité de crédit, mais le taux d'intérêt versé est beaucoup plus importante, et donc il y a un arbitrage que font les investisseurs qui aiment bien se positionner sur cette partie justement dans cette intersection qui fait qu'il y a des coups à faire entre guillemets. En tout cas, c'est dans une stratégie de diversification, ça peut être une catégorie d'obligations qu'on va chercher aussi. C'est ces sociétés qui historiquement étaient des belles sociétés qui peut-être ont eu quelques
problème et ont été downgradés, mais pourraient possiblement être regradés à la hausse ensuite. Voilà, profiter des rendements qu'elles offrent par rapport à cette situation-là, tout en sachant qu'on est en termes de sécurité de remboursement, qu'on va être quand même assez confort. Ça peut être un des aspects à voir aussi. Bah, exactement. Et Paco, du coup, pour finir ce podcast, si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, toi de ton côté, pour te suivre, ou pour même faire appel à toi si on a des questions sur d'autres branches aussi. Avec plaisir, moi je suis sur LinkedIn, Instagram, mon podcast c'est Les Investisseurs 4.0, disponible partout, sur YouTube également, sur toutes les plateformes d'écoute, avec grand plaisir pour répondre à la question de tous les gens qui souhaitent en savoir plus. Eh ben, un grand merci Paco pour ton intervention, et puis j'espère que les personnes auront compris ce que c'était qu'une obligation et pourront peut-être réfléchir à mettre ça au sein de leur portefeuille. Sachez en tout cas qu'on est là aussi pour en discuter, hein. Si on parle d'obligations d'investissement financier, n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci à toi Jérémy. Merci beaucoup Paco. Salut. Ciao. Et j'espère que cet épisode réalisé avec Paco Débonnaire vous aura permis d'en apprendre plus sur les obligations et de comprendre pourquoi il s'agit d'une opportunité en cette fin d'année 2024. Si vous avez apprécié notre contenu, n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et surtout à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller écouter l'épisode 81, les 6 raisons qui te feront ouvrir une assurance vie.